Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous. On a un très beau plateau, on a de très belles BD, ça va être très chouette. Aujourd'hui, on va commencer avec les présentations. À côté de moi, Maria Lanfranc, vous êtes la présidente du fameux festival de la BD qui fête ses 15 ans. Vous êtes venue accompagner, excusez du peu, d'Éric et Nino, alors qui est plutôt à côté de Florian. Vous êtes auteur de BD et au milieu, nous avons Jean-Claude Fournier. Vous êtes également auteur. C'est donc la 15e édition, on ne les a pas vus passer, hein, mais 3 jours, ça démarre aujourd'hui pour fêter ce 9e art au Palais des Congrès. L'idée, c'est l'association Casébule qui est à l'initiative. Qui est à l'initiative donc de cette création il y a 15 ans, parce qu'on s'est dit, eh bien pourquoi pas de la BD. Alors il y avait déjà un festival qui existait à Bastia, puis on s'est dit à Ajaccio, il faut un festival un petit peu différent, il faut quelque chose, il n'y a pas de raison. Et donc cette association est née de passionnés de bande dessinée, de passionnés de culture aussi, parce que justement c'était par ce biais-là qu'on voulait amener aussi les petits et les grands donc à cette culture. Donc on a créé ce festival il y a 15 ans avec une première rencontre, une première grande exposition qu'on avait menée autour de Tintin, et puis de fil en aiguille, eh bien, de plus en plus de gens nous ont fait confiance, de plus en plus d'auteurs comme donc Frédéric et Jean-Claude qui sont là avec nous, et on s'est dit que eh bien il y avait vraiment un public. On a fait les choses au fur et à mesure des années, on a apporté des ateliers pour les enfants, on a apporté des conférences, on a apporté des projections aussi, en fonction de la demande aussi. Alors le festival a peut-être grandi avec certains de ses lecteurs. L'objectif c'était faire découvrir ou redécouvrir la BD aux petits comme aux grands, et pour y arriver, vous avez effectivement précisé que vous demandez à de grands auteurs de vous accompagner. Donc, Éric et Nino, vous êtes connus entre autres pour 13 Mystery, et Jean-Claude Fournier, vous êtes l'un des pères, excusez-moi, du célèbre Spirou. Waouh! Absolument, oui. Ça calme. Ouais, ça calme, c'est clair. Hein, je sais pas, vous lisiez Spirou quand vous étiez petit? Je savais pas qu'on avait des stars comme ça en plateau. Ah bah oui, il n'y a pas que vous, hein, Florian. Non mais bravo, c'est quand même une belle prouesse d'avoir une performance, d'avoir réussi. Belle reconnaissance pour nous, puis on est vraiment ravis de les accueillir, quoi. On espère que le plaisir est partagé. Vous avez dit oui tout de suite. Pour l'instant, ça va, ça commence. On a dit Ajaccio, vraiment. Ils ont accepté facilement. Ils ont accepté facilement. On les a contactés, voilà. Ils nous ont dit oui tout de suite. Alors peut-être pour le festival, peut-être pour la Corse aussi, peut-être un peu pour les deux. Un peu des deux, voilà. J'imagine. Au moins des deux, oui. Quoi qu'il en soit, on alors a beaucoup de chance. Avant de découvrir vraiment en détail votre travail, ils ne seront pas seuls. Combien d'auteurs? Une quarantaine d'auteurs qui seront présents, alors avec des auteurs, la BD jeunesse, la BD historique, les univers donc d'Éric et de Jean-Claude, et puis donc un peu tous les univers de la BD, parce que le festival de la BD d'Ajaccio, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y en a il y a de la BD grand public, il y a de la BD un peu plus ciblée, il y a de la BD historique, il y a... comment ça va se dérouler le programme de ces 3 jours? Très précisément. Le programme de ces 3 jours, donc il y a les rencontres avec les auteurs, les dédicaces évidemment, c'est un point important qui nous attire un très nombreux public. Et puis, ça vous tient à cœur. Ça nous tient beaucoup à cœur, effectivement. Et puis les auteurs sont là aussi dans un festival comme celui d'Ajaccio, où il y a encore cette relation humaine. C'est un festival qui draine beaucoup de monde, mais nous disent la plupart des auteurs, alors on verra si c'est vrai. Voilà, oui, parce que nous, moi, j'ai entendu dire ça, je ne suis jamais venu. C'est vrai. Tout le monde le dit. Tous les copains le disent, tu vas à Ajaccio, tu as du bol, c'est super sympa. Voilà. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça dans les autres festivals? Il y a plus le lien avec... moins drôles que... C'est vrai. Oui, il y en a des très bien, puis d'autres moins drôles. Parce que moi, je t'ai coupé. Non, c'est très bien. Non, mais allez-y, c'est un peu le principe de l'émission. Vous pouvez intervenir. Donc, c'est un festival qui reste à taille humaine, même s'il y a beaucoup de monde. Et les auteurs, il y a un échange. Il y a un véritable échange qui se fait entre les auteurs et le public quand il y a les dédicaces. C'est ce qu'on a pu constater sur les 14 précédentes années. On espère que ce sera pareil durant ces 3 jours. Il y a évidemment des ateliers, avec donc des ateliers autour de la bande dessinée, des ateliers qui sont animés par de la généalogie, parce que c'est la base du dessin aussi. Donc dessiner un arbre généalogique, peut-être on ne fait pas forcément le lien, mais nous on a voulu le faire et puis on s'est rendu compte que ça marchait bien, quoi. Vous avez le droit de l'interrompre si vous ne cautionnez pas. Je me disais, j'avais jamais fait le lien entre effectivement
un arbre généalogique et le dessin, mais ouais, c'est complexe. Ah ben voilà, vous venez d'apprendre quelque chose. Voilà. Et puis comme il nous tient beaucoup à cœur aussi le côté historique et le côté, donc c'est sûr qu'on a fait un petit retour Noustral, justement avec cette généalogie. Il y a un atelier de première approche de la bande dessinée qui est animé par François Plisson. L'atelier généalogie est animé par André Fleur. Un atelier création d'une planche de BD avec Michel Espinoza. Un atelier manga avec l'association Umino Naka, donc l'association Corse-Japon, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait de la demande. Et puis cette année, on a un atelier bilingue, Lingua Gursa, donc avec qui travaille sur le côté historique, avec l'histoire de la Corse, mais animé à travers la langue corse, l'histoire de la Corse que l'on peut découvrir ici. Donc ça va être très éclectique, énormément de choses, et on a bien compris le lien entre les auteurs et le public ne va pas se contenter d'une petite signature, une petite dédicace. Vous allez avoir du boulot. En attendant, on continue avec vous, mon cher Florian. Vous avez eu envie de revenir sur les origines de la BD. Alors attention, avec les invités, on ne peut pas dire de bêtises. Non, c'est ça. Là, il va falloir faire attention. Donc l'histoire retiendra que le Suisse Rodolphe Töpffer a été le premier à raconter des histoires en ajoutant des légendes à ses dessins en 1827. Mais la bande dessinée est un art narratif graphique et séquentiel, hein, bien sûr, et certains de ces éléments remontent à la préhistoire. Bon, vous n'avez pas inventé grand-chose, en fait, hein, messieurs. Je rigole, bien sûr. Et oui, nos ancêtres, hommes de Cro-Magnon... En plus, ils me disent non. Nos ancêtres, hommes de Cro-Magnon, commençaient déjà à créer des narrations graphiques sur des supports durs frontaux afin d'obtenir un panorama visuel. On n'est pas encore dans la bande dessinée, mais pas très loin non plus. On parle quand même de moins 10 000 avant Jésus-Christ. Hein. Bien plus tard, à la fin du 19e siècle, mais vraiment bien plus tard, la bande dessinée se développe enfin en Europe dans la presse enfantine et aux États-Unis dans la presse quotidienne avec les fameux comic strips. En 1896, Yellow Kid devient la première vraie BD avec bulles de dialogue telles qu'on les connaît aujourd'hui, juste avant Bécassine qui sortira en 1909. Vous étiez au courant pour Yellow Kid? C'était une des premières? Oui. Ouais. Bien. Mais pas Bécassine, parce que Bécassine, il n'y a pas de bulles. Non, Bécassine, ouais, et puis c'était après, c'était un peu plus tard. Dans les années 30, ce sont Mickey, Popeye ou encore Flash Gordon qui font leurs premières apparitions en bande dessinée. Et c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale que les super-héros américains débarquent en Europe. C'est l'avènement de Superman, Batman, Captain Marvel dans un genre tout nouveau. Mais pendant ce temps-là, un dessinateur nommé Georges Prosper Rémy, dit Hergé, crée bien sûr... Tintin, voilà, exactement, bonne réponse. Ouais, on est bon, Qu'est-ce qu'on a gagné? Voilà, on verra après. Qui à ce jour est la BD la plus collectionnée en France et en Belgique. Elle apparaît pour la première fois en 1929 dans le journal Le Petit 20e en Belgique et l'année suivante en France. Alors, est-ce que Tintin, c'est un peu la révolution de la BD en France, vous pensez? Ou pas du tout? Je sais pas. Révolution de la BD, non, pas spécialement. Je ne saurais pas dire. Je suis pas très fort en histoire de la bande dessinée. Bon, mais vous êtes fort en dessin, par contre. c'est ce que j'allais dire. On ne peut pas avoir tous les talents. Après la guerre, de nombreux auteurs francophones se lancent avec succès dans la bande dessinée à travers le journal de Spirou ou le journal pilote. Jean-Claude, Spirou, ça vous parle. On le disait tout à l'heure. Parmi ces auteurs à succès, nous retrouvons Franquin qui a fait Gaston Lagaffe et bien sûr Goscinny et Uderzo qui lancent Astérix en 1961. Leurs aventures connaîtront un succès international immédiat. Nous sommes dans l'âge d'or de la BD. Dans les années 70 à 80, la BD évolue. Des albums pour adultes apparaissent comme Rahan, Corto Maltese ou Torgal, dans un genre guerrier ou science-fiction. Et dans les années 80, c'est l'émergence du phénomène des mangas à travers le magazine japonais Akira. Les mangas restent à ce jour très recherchés par les collectionneurs. Bon, les plus jeunes d'entre eux, hein, en tout cas, on le disait tout à l'heure, vous avez des gens qui viennent visiter le festival pour les mangas, c'est ça? Effectivement, l'atelier manga et deux petits clins d'œil. En fait, vous parlez de l'origine de la BD à travers la préhistoire. On a une exposition qui s'appelle Muséocolor et qui justement retrace cette histoire de la BD à travers les premières peintures donc de cette BD. Et puis, vous parliez aussi de Gaston Lagaffe. Il y a une expo Gaston qui est au Palais des Congrès. On est raccord, voilà. on est bien. On est raccord. Bon, on est bien. Alors, on termine avec une petite parenthèse de chauvinisme assumé, car j'aimerais glisser un mot sur un auteur-dessinateur corse nommé Jules Strombogne qui a fait la BD Matzer, où dans les dessins sont juste magnifiques, comme on peut le voir à l'image. On lui doit également l'ultime défi de Sherlock Holmes et Le Futuriste, édité tous deux chez Casterman. Donc si vous aimez la BD, n'hésitez pas à acheter ses œuvres, car ça vaut vraiment le détour, et pas parce qu'il est corse. Merci beaucoup, mon cher Florian, pour cette petite parenthèse. Allez, moi, j'aimerais qu'on parle d'Éric. Éric et Nino, vous êtes connus, entre autres, pour 13, Mystery. Mais la dernière, le dernier coup de crayon, c'est pour La Horde du Contrevent. Alors, c'est très particulier, puisque c'est une BD qui était très attendue. C'est l'adaptation d'un roman.
Ouais. Alors ça, c'est un exercice particulier. Qui plus est, quand l'un des personnages, ça reste devant. Oui. Effectivement, par rapport à 13 Mystery, on est dans un univers complètement différent. Là, c'est de la science-fiction. Et donc c'est adapté du roman éponyme d'Alain Damasio. Ouais. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui vivent dans un univers où le vent souffle en permanence, et parfois de façon très très violente. Et à chaque génération, en fait, ils forment un groupe de personnages qui est chargé d'essayer de trouver la source du vent, parce qu'ils ne savent pas d'où vient ce vent, en fait. Est-ce que ça a été un travail compliqué d'adapter Oui, très compliqué. un roman? Pourquoi c'était compliqué? D'une part parce que c'est un roman extrêmement dense, extrêmement riche. Là, je vous en ai fait un résumé assez simple, mais en fait, l'univers est très complexe. Et surtout, c'est un roman qui, à la base, est une polyphonie. Donc, c'est-à-dire que c'est raconté par chaque personnage de la Horde, en fait, avec des styles narratifs très, très différents. Et donc, voilà, moi, j'ai dû choisir un personnage qui va être central dans mon récit et donc redramatiser toute l'histoire en fonction de ce personnage. Bon, voilà, c'est toujours l'histoire de la Horde, mais il y a des modifications qui sont dues simplement au fait que c'est de la bande dessinée, que en bande dessinée, on ne peut pas faire la même chose qu'en roman. D'accord. Mais en tout cas, le résultat est splendide. Donc Merci déjà, beaucoup. félicitations pour votre travail. Vous disiez que vous étiez très mauvais en histoire de la BD. Oui, on vous en tiendra par rigueur parce qu'à l'origine, vous faisiez autre chose. Oui, j'étais ingénieur. Ouais. Bon, c'était il y a longtemps. C'était dans une autre vie. Dans une autre vie. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, en ce qui vous concerne, Jean-Claude, donc c'est plutôt une légende, si je puis dire. En tout cas, je cite, vous avez débuté comment, vous, dans la BD? Par un petit personnage qui s'appelle Bisu. Bisu. Ouais. Il est là-bas derrière. Oui, il est là. Ah non, il n'est pas là. Oui. Il a démarré dans le journal de Spirou en 1966-67. Ouais. Et puis, très vite, on m'a proposé de prendre une succession de Franquin pour dessiner Spirou. Et puis, j'ai dessiné Spirou pendant 12 ans. Puis, il y a eu une mésentente avec l'éditeur qui fait que j'ai arrêté de dessiner Spirou, que j'ai repris mon petit personnage, Bisu. Et puis, ça n'obtenait pas le résultat qu'on avait escompté, donc j'ai sauté sur autre chose, c'est les Crannibales. Ils sont là. Une bande dessinée épouvantable qui raconte les aventures d'une famille qui bouffe tous ceux qui rentrent chez eux. Ah, ça me plaît beaucoup. Ouais, il y a les menus, il y a tout. Hein. J'adore le concept. Je pense à l'émission précédente, là, justement, ils ont été... Et donc, c'est avec un scénario de Zidrou. J'en ai donc C'est une bande dessinée que j'ai adoré faire. Ouais. Et on a fait 8 albums et puis on a arrêté au bout d'un moment parce que c'est pareil, l'éditeur pensait que ça lui rapportait pas assez de sous. Donc je suis passé encore à autre chose, je suis passé au dessin semi-réaliste. Et sur Scénario de l'Axe, j'ai fait 2 tomes d'une histoire qui se passe dans un royaume de l'Himalaya. Ça s'appelle Les chevaux du vent. Ouais. C'est pas l'histoire de chevaux, mais les chevaux du vent, c'est les drapeaux aux prières, là-bas, les grandes guirlandes de drapeaux aux prières. Et on a fait ces 2 albums avec l'Axe. Et puis après ça, je démarre depuis 4 ans. Je travaille avec Chris, K-R-I-S, qui est un super scénariste. Un scénariste très spécialisé sur l'histoire. Et là, on raconte la mésaventure épouvantable qui a été celle des tirailleurs sénégalais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, d'accord, c'est un autre univers. C'est très dur comme sujet. Ouais. Voilà. Et il y a énormément d'histoires différentes dans votre approche de la BD. Mais j'ai l'impression que c'est toujours à la fois fantasque et en même temps poétique. Une espèce d'équilibre. Poétique, moi, je ne sais pas. Tout le monde dit que je suis un poète. Moi, je ne sais pas du tout si je suis un poète. Vous êtes parce que je ne sais pas trop ce que c'est qu'un poète. En tout cas, moi, je ne me sens pas une âme de poète. Non. Disons que je suis un peu attiré par tout ce qui n'est pas très logique, mais bon. J'appartiens au peuple celte, un peuple de rêveurs, donc c'est... D'ailleurs, vous aviez envisagé d'adapter, j'ai ouï dire, Spirou en breton? Ah, il y en a un qui est Lankou, qui est le plus connu de tous mes albums, qui a été traduit en breton. Oui. En breton. Et à la demande de l'éditeur qui est belge, il faut le faire. Ah oui. Et voyage. Ouais, c'est un album qui est... Alors, c'est pour moi qui l'ai traduit, parce que malheureusement, je ne parle pas breton, très très peu. Mais il y a eu quelqu'un qui l'a traduit, et c'est moi qui l'ai écrit. Et c'est vous qui l'avez écrit, d'accord. Oui, je l'ai écrit. Donc, il y a une grande unité entre l'album en français et l'album en breton. D'accord. Alors, vous savez quoi? Moi, j'aimerais qu'on vous interpelle sur une BD plutôt corse. Come un Nantes ou un appuntamento di notre storia corsa attraverso una figuretta e un film risposto en coup dur artiste. On switch. Sortie du numéro 10
police. C'est ça. Allora, Il a perdu ses feuilles. scusetti, dunque oggi voglio parlare sul parodio di Scumbu in Corsica, con gli avvenimenti dall'aereo 21 agosto 1975, una data in cui il popolo corso è decidato e ha preso coscienza di certi cose. Tutto il mondo conosce la storia. Una decina d'uomini armati di fucili di ghiaccio hanno occupato una ferma in aerea per denunciare il comportamento dello Stato e per far valere i diritti dei corsi non tasotara. E così un nazionalismo moderno è nato. Bon, une action politique et historique majeure que Frédéric Bertolini, excusez-moi, a décidé de mettre en BD de 2 tomes. Voilà, alors la première. Et ça vous a beaucoup plu. Voilà. Escroc fort, Aléria, le premier. Et le second, dernière sommation. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire ou de la BD. Vous en avez entendu parler peut-être? Non, la BD, je ne connaissais pas, hein, mais l'histoire, oui. Ah. J'avais suivi cette histoire-là parce que pour nous, sur le continent, moi, j'étais déjà un grand jeune homme, j'avais une trentaine d'années. Oui. Et cette histoire-là, elle avait bouleversé tout le monde, quoi. D'accord. Et je sais qu'avec des copains, entre copains bretons, on a certaines idées communes avec vous. Et on s'était dit que, enfin, au moins, apparaissait l'identité corse et ce qu'elle était capable de faire pour se manifester, quoi. Et nous, on était absolument, pas émerveillés, mais très intéressés par ce problème-là, quoi. Cette histoire d'Aléria. Moi, je sais, la première fois que je suis passé à Aléria en bagnole, j'ai fait le petit monument qu'il y a à cet endroit-là. Ça m'a rappelé ce drame, quoi, qui nous avait tous marqués, quoi. Ah d'accord, d'accord. Ça vous satisfait comme réponse? C'est bon, Alors satisfait. on poursuit. E dunque, la particolarità di questi libri è che Bertolini non ha mica raccolto un insegnamento in internet, scusate, o in di libri, è andato allo scontro di quelli che hanno partecipato a questa storia. Chacun a vécu Aléria à sa manière, pour reprendre les paroles de Frédéric Bertolini, dopo aver raccolto i suoi testimoni. D'altronde vi propongo di figurare poche immagini di questa famosa figuretta. Dimmi tu, uomo di Attar, tu radica annudatta, dimmi. Un varro di sottomissione che pesa ancora da te. Tu che hai campato, forte, come una pietra bianca, povero, come povera è la miseria, muto, come un povero è muto, ma corso, come un corso non è più. Dimmela, tu uomo di Attar, causa di amerotta, dimmela. Bon, ritratto che sortignano come l'antiparole di un poeta Saverio Valentin, per quale porto tanto affetto. Una realtà che ha ispirato una figuretta e una figuretta che ha ispirato un film. Ici, Jean-François Perron, Miguel Donofrio e Frédéric Bertolini hanno avuto l'idea di fare un film dans tali avvenimenti. Jean-François Perron a lancé une opération de crowdfunding avec sa production pour pouvoir recueillir les fonds nécessaires. D'altronde, vi invito a aiutarli a sviluppare un progetto andando il sito move.gorsica e facendo una piccola cotisazione. Potete anche seguire la pagina Facebook Aléria 1975, le film, permetterà di mettere in lume una parte della nostra storia qui d'Aléria. Aléria, Savia, che ha fatto un piccolo vogue su fogli giustizi che bruciano sempre. Donc ci sarà di l'homme, pas fallu, pas. Bah ça c'est fait, merci beaucoup Jean-Baptiste. Affaire à suivre. Allez, on rappelle le 15e Festival international de la BD Ajaccio. Ça a démarré aujourd'hui, ça va durer 3 jours. Vous nous avez fait le plaisir de nous amener 2 auteurs plus que prestigieux de légendes de la BD en plateau et vous pourrez les rencontrer directement, ce sera au Palais des Congrès. Merci infiniment d'être venu. Nous, on se retrouve dans quelques minutes parce que demain ce sera la Sainte-Catherine et il paraît que tout bois pour Racine. On va vérifier ça avec Alexandra Pérez. Allez, à tout de suite, merci beaucoup.